Thiam, pourquoi je veux devenir président de la Côte d'Ivoire? Une vision pour un renouveau national. Invité par le mouvement Texte à Paris pour s'exprimer sur les raisons donc de sa candidature à l'élection présidentielle, M. Tidjane Thiam a livré donc un discours dense, méthodique et profondément ancré dans les réalités donc du pays. Son intervention a captivé l'audience par sa clarité et son pragmatisme, répondant à une question centrale. Pourquoi souhaitez-vous devenir le nouveau président de la Côte d'Ivoire? Contrairement aux réponses souvent entendues dans le paysage politique, Thiam a choisi donc une approche analytique et structurée, articulant donc son propos autour des défis socio-économiques persistants, de la nécessité donc d'une réconciliation nationale et de son ambition à faire donc de la Côte d'Ivoire un modèle de développement humain. Merci cher Mohamed, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu en nous présentant leurs questions. Merci Monsieur le Président pour cette opportunité que vous nous accordez pour échanger avec vous de manière privilégiée. Avant de passer à la première question d'un des participants ici présents, je me permets de vous poser une question qui peut sembler à la fois simple mais compliquée, et je pense qu'on se pose tous cette même question. Monsieur le Président Tidjane Thiam, pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Oui, Pascal, merci. Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Parce que je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrivent à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux, et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses positives, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Les gens travaillent jour et nuit, il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit, ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées, tout ça c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc, en développement humain, bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessibles qui disaient qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé, puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. Admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même nul. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement. Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que votre rang en développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent.
Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, c'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut... Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 99, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCD a quitté le pouvoir. Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain, puisqu'on l'a fait par le passé. Les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que, c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument... Et l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc, il faut que l'État soit dirigé. Je vais vous dire, je suis désolé, on parlait du Sénégal, c'était toi qui parlais, William. Le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye disent on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République, payé par le contribuable. On s'en fout de l'IDH. Il y a des pays qui prennent ça comme objectif et qui ont des stratégies pour améliorer leur IDH. Comment quelqu'un peut dire je m'en fous de l'espérance de vie, je m'en fous du niveau d'éducation, je m'en fous du niveau de vie dans un pays? Un haut responsable. Donc ça doit changer. Donc pourquoi je veux être président? Pour changer ça. Après, il y a des choses qui sont plus personnelles. Analysons maintenant et explication donc des réponses de M. Thiam. La réponse de M. Thiam, qui veut donc à la fois détailler et réfléchir, s'articule autour donc de trois axes principaux. La situation socio-économique de la Côte d'Ivoire, son approche personnelle et la réconciliation nationale et son parcours individuel comme modèle de leadership inclusif. Voici donc une analyse approfondie donc de ces différents points. Le premier constat est donc la situation socio-économique donc du pays. M. Thiam commence par adresser donc un bilan nuancé de la Côte d'Ivoire, reconnaissant donc des progrès réalisés tout en soulignant des faiblesses structurelles. Le point clé, le classement du PIB par pays et le classement PIB par tête, 135e mondial. Il souligne que la richesse donc du pays, bien que notable, reste mal redistribuée. Il montre que ce classement reflète un certain potentiel économique qui n'est pas pleinement exploité. À cet effet, il parle donc de l'indice de développement humain, IDH. M. Thiam attire donc l'attention sur le décalage alarmant entre le classement par PIB par tête, 135e place, et celui de l'indice de développement humain à la 159e place, insistant sur donc la mauvaise performance donc de l'État en termes de transformation donc de richesse nationale en bien-être pour les citoyens, à savoir la santé, l'éducation et donc le niveau donc de vie. Comparaison donc internationale. En comparant donc la Côte d'Ivoire donc à des pays comme le Rwanda plus 9, le Togo plus 8, il démontre que des pays aux ressources parfois moindres réussissent mieux à convertir leurs richesses en développement humain. Cela donc, cher ami, illustre une carence donc, de gestion publique et efficace. Analysons donc, si vous voulez, cet aspect. En établissant donc une distinction fondamentale entre la croissance économique souvent vantée et l'impact réel donc sur la population, il rejette l'autosatisfaction totale donc du gouvernement actuel, appelant donc à une gestion qui place les indicateurs humains au centre des priorités nationales. Deuxième point, pourquoi M. Thiam veut devenir donc président. Une vision politique centrée sur le capital humain. Thiam positionne sa vision comme une rupture avec les priorités donc actuelles. Son argument principal, l'État au service du développement humain. Pour lui, le rôle donc de l'État est donc de garantir les résultats tangibles
en matière d'espérance donc, de vie, d'éducation et de nouveau donc, de vie. Il souligne que l'IDH est un véritable note de performance, donc, de l'État. Comparaison donc avec le Sénégal. Il cite l'exemple donc du PASTEF, voilà, Parti sénégalais d'opposition, qui a intégré l'IDH comme l'objectif stratégique dans son programme et critique le désintérêt affiché par certains responsables ivoiriens envers cet indicateur. Analysons un peu, si vous voulez, ce deuxième point. En mettant donc en avant l'IDH, Thiam propose un changement du paradigme. Il prône donc une politique basée sur des résultats mesurables plus axés sur le bien-être des citoyens, plutôt que sur des indicateurs macroéconomiques abstraits. Cette approche marque une volonté de gouverner avec un impact concret et visible. Troisième raison de la candidature de M. Thiam, une démarche personnelle pour la réconciliation donc, nationale. M. Thiam met en avant donc, des éléments personnels et symboliques qui le positionnent comme un acteur crédible de la réconciliation nationale. Les arguments donc avancés, le premier argument qui paraît pratiquement un peu banal, mais assez important dans un pays comme la Côte d'Ivoire, sera donc le premier musulman donc, président du PDCI. M. Thiam se présente comme la preuve vivante que le PDCI peut transcender ses préjugés religieux et ethniques. Son élection démocratique avec près de 96,48% des voix est un exemple fort. Unité donc nationale. M. Thiam prône une Côte d'Ivoire où les partis politiques peuvent faire campagne partout, sans restriction régionale. Cela illustre donc de sa volonté de briser donc les divisions territoriales et politiques. Un autre aspect, c'est donc l'héritage familial et symbolique. Il rappelle que la construction donc, de la mosquée à Yamoussoukro sous le président Houphouët, tout en soulignant que son propre parcours marqué par donc, le soutien d'institutions catholiques pour illustrer son aventure et son humanisme. Analysons un peu ce dernier point en insistant donc sur l'histoire personnelle et son engagement surmonter donc des divisions ethniques, religieuses et régionales et territoriales. Thiam se positionne comme un leader rassembleur capable de restaurer l'unité et de la cohésion nationale, en Côte d'Ivoire surtout. Son approche s'appuie sur donc, le dialogue, la reconnaissance des différences et la promotion donc, d'un réel de méritocratie inclusive. Alors, un autre point, quatrième point, c'est donc le modèle inspirant donc, de M. Thiam. En concluant, M. Thiam conclut en valorisant donc son propre parcours comme un exemple que la Côte d'Ivoire peut s'offrir. L'origine modeste. Il évoque donc ses origines et le fait que son père était donc un immigré pour démontrer qu'en Côte d'Ivoire, chacun peut réussir indépendamment donc, de ses origines. Force unité nationale. Il voit donc la diversité ivoirienne comme pas comme une faiblesse, mais comme une source de richesse d'inspiration. Il affirme que chaque enfant en Côte d'Ivoire devrait pouvoir aspirer donc à la présidence sans être limité par son nom ou ses origines. Analysons, si vous voulez, ce dernier point de M. Thiam. Cette dernière partie donc, de sa réponse est une tentative donc, de renforcer son image de modèle méritocratique. M. Thiam veut incarner donc, un président moderne, ouvert et inspirant pour de nouvelles générations en rupture avec les anciens clivages. En conclusion, chers amis, une vision structurée et ambitieuse. M. Thiam formule une réponse qui va au-delà donc d'une simple déclaration politique. Il met en avant donc une analyse claire de la situation du pays, une vision ambitieuse pour améliorer les conditions donc, de vie des Ivoiriens,
des atouts personnels qui positionnent comme un leader crédible et rassembleur. Alors, les forces de la réponse, donc M. Tidiam Thiam, ici, cher ami, c'est donc la clarité et la clarité, j'allais dire, donc des priorités. C'est donc l'économie, le développement humain et la réconciliation. On peut parler aussi de l'approche mesurée de son intervention. C'est donc reconnaissance donc, des progrès tout en soulignant des insuffisances. Ensuite, la crédibilité personnelle, un parcours inspirant et capacité donc d'incarner donc, le changement. Alors, parlons donc des limites éventuelles. C'est un peu donc la réponse est assez longue et dense, ce qui peut rendre moins accessible à un public peu familier avec les indicateurs économiques ou les débats techniques. L'accent donc est mis sur son parcours personnel peut être perçu ici comme excessif au détriment donc des solutions pratiques et immédiates. En somme, M. Thiam propose une vision transformatrice et inclusive qui se distingue par son insistance sur la mesure des résultats et la réconciliation nationale. Alors, cher ami, c'était un peu les 3 points avancés par M. Tidiam Thiam. Pourquoi il est donc président donc, de la Côte d'Ivoire, ou bien pourquoi il pense qu'il sera le futur président donc, de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher ami. Vous